Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ce livre est dédié à Yolande et à Maryse, mes deux filles. Avec mon amour, avec ma tendresse. En les remerciant de leur sensibilité, de leur patience d'avoir supporté une mère qui courait partout où il y avait quelque chose à comprendre, quelque lutte à mener. Avant-propos. Ceci est un livre de souvenirs et un témoignage, souvenirs de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie d'étudiante et de jeune femme. Mon témoignage sur quelques grands problèmes rencontrés au cours de ma vie d'adulte et qui restent d'actualité. La médecine psychosomatique, la contraception et la planification des naissances, les relations hommes-femmes, l'Afrique confrontée à une démographie galopante, la formation ou plutôt l'absence de formation psychologique nécessaire aux médecins, les relations malade-médecin. Et je me suis permis d'ajouter, en réponse aux questions posées avec pertinence par mon ami, Daniel Lévy, certaines réflexions inspirées par 50 années d'expérience médicale sur les rapports entre le corps et l'âme, mes doutes, mon interrogation toujours actuelle sur la nature de l'être humain. Comme je suis une femme qui parle beaucoup plus facilement qu'elle n'écrit, c'est Daniel Lévy qui m'a interviewé longuement, patiemment, avec beaucoup d'intuition et d'amitié, avec son talent et sa valeur de psychologue et psychanalyste qui sait écouter les autres. Tout a été enregistré sur cassette, puis décrypté. Le résultat fut un matériel de 600 pages, dont Daniel a fait un livre éliminant ce qui ne paraissait pas indispensable. Elle a respecté le plus souvent possible mon discours parlé afin que le récit se présente plus vrai, plus authentique. Ce que je voudrais souligner maintenant, et qui n'apparaît guère dans l'ouvrage parce que primitivement il s'agissait d'un livre professionnel ou d'une profession de foi, c'est que ma vie d'adulte, militante engagée, n'a été possible que grâce à la compréhension de mes filles, à leur respect pour le travail de leurs parents. Je travaillais de longues journées loin de la maison. Je sortais encore après un dîner rapide. Yolande et Maryse ne disaient rien. Elles travaillaient très bien à l'école, ayant une année voire des années d'avance. Chaque fois que je rentrais d'un séminaire, d'un week-end de formation au planning familial, j'étais heureuse de retrouver mes enfants. C'est avec elles qu'était la vraie vie. Je sentais bien qu'entre ce que m'apportait mon métier, parfois dur, souvent émouvant, et ce que m'apportaient mes enfants, il n'y avait aucune commune mesure. Comprendre les autres, sentir ce que la vie a de sacré, c'est par elles, grâce à elles que je pouvais y accéder. Si j'avais dû choisir entre ma vie professionnelle et mon expérience de mère, je n'aurais pas hésité, malgré ma vocation médicale. J'ai essayé de toutes mes forces de concilier les deux. C'était difficile. J'évoque encore toutes ces années de militantisme au planning familial, très astreignantes. Mes filles, devenues adolescentes, à la personnalité très affirmée, ressemblaient beaucoup toutes les deux à leur père, sensibles, discrètes, déjà très attentives aux autres. Je pouvais leur raconter mes luttes et mes convictions. Elles étaient partie prenante dans cette libération des femmes pour lesquelles je militais. Mais discrètes et respectueuses de ma liberté comme elles l'étaient de celle de leur père, elles semblaient s'en accommoder. Je sais mieux maintenant ce qui leur a manqué, même si Adam, plus disponible que moi, était présent le soir auprès d'elles. Elles ont fait leur chemin, elles se sont structurées comme on dit aujourd'hui, comme elles ont pu. Elles sont devenues des femmes, des mères à leur tour, que je respecte et que j'aime. Elles ont fait seules, à leur manière, le chemin que sont devenues des femmes, des mères à leur tour, que je respecte et que j'aime. Elles ont fait seules, à leur manière, le chemin que dans des circonstances et à une époque différente, j'avais fait seule, moi aussi. Suzanne Kepes. Certains amis se sont étonnés. Pourquoi avais-je consacré une si grande part de mes loisirs à la rédaction, à la mise en forme du récit de vie de Suzanne Kepes? M'étais-je faite scribe ou nègre? Ni scribe ni nègre, mais femme sensible à une vie qui résonne avec la sienne. C'est dans l'émotion que, samedi après samedi, j'ai écouté Suzanne me raconter son parcours. Son récit s'inscrivait en moi sur un mode et visuel et sonore. J'ai donc voulu dans le travail d'écriture rester fidèle à sa voix, et restituer au mieux ses images. Celle macabre du jeune Arménien poitrine ouverte, celle ricanante du concierge syphilitique, celle poétique de Suzanne et Adam courant l'un vers l'autre de part et d'autre de la ligne de démarcation, celle mutine de Joséphine rejoignant dans leur lit les amoureux pour leur donner un poutou. Mais si l'écoutant parler de ses engagements,
J'applaudissais à ces prises de position et me réjouissais d'entendre enfin un médecin exprimer son indignation quant à une certaine médecine. C'est sans doute sur d'autres terrains qu'au plus profond de moi je la rencontrais. Il m'apparut assez vite que l'histoire de Suzanne me touchait particulièrement là où elle faisait écho à celle de mon père, immigré juif venu de l'Est, comme ses parents, et comme elle, devenu médecin malgré obstacles et interdits. Lorsqu'elle me raconta sa traversée des années de guerre, c'est lui que je cherchais. C'est à lui que je dédie ce travail. Daniel Monsieur Lévy. L'Arménien. À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Il n'y avait que le calcium pour guérir la tuberculose pulmonaire. Ça ne guérissait rien du tout, mais on avait l'air de faire quelque chose. Alors on injectait du calcium, et on faisait des pneumothorax. J'étais à l'hôpital Cochin, dans le service du célèbre professeur Ameuil. Il portait monocle et nœud papillon. Il boitait et la façon dont il se servait de son monocle pour regarder des malades mourants comme on regarde un insecte à la loupe, me stupéfiait et confirmait l'impression que j'avais d'une déshumanisation complète de l'hôpital. J'avais 21 ans. C'était en 1939. J'étais en 2e année de médecine, et j'entrais dans un monde complètement nouveau, celui de la tuberculose pulmonaire. Faisant fonction d'externe, je m'occupais de 20 lits et parmi ces 20 lits, il y a eu quelques malades auxquels je me suis attachée. En particulier un jeune horloger arménien qui a joué un très grand rôle dans mon orientation ultérieure. Mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Il me parlait de ses amours, de son amour pour une jeune fille qu'il aurait voulu épouser. Il était très beau, très attendrissant, fin et racé. Mais la tuberculose avait tout gâché. Et il était là à l'hôpital, essoufflé. Il avait 23 ans, 24 ans, mon âge quoi. Il me racontait tout de son amour, et de son désespoir d'être là pendant qu'elle était dehors. Il disait qu'il allait sans doute la perdre. Il pressentait qu'il était gravement atteint. Effectivement, il avait une tuberculose pulmonaire bilatérale. À la demande du professeur Ameuil, je lui ai créé son pneumothorax sans que personne m'ait montré comment faire. J'avais lu dans un livre comment créer un pneumothorax, et m'étais fait expliquer quelques gestes par une infirmière. Tu dois décoller, et tu dois mettre ton aiguille entre les 2 feuillets, donc dans un espace pratiquement inexistant, et tu dois sentir que tu es arrivé là parce que tu fais entrer un peu d'air et tu vois que ça se distend, que l'air rentre. Si l'air ne rentre pas, c'est que tu es sous la peau et tu envoies donc de l'air sous la peau, sous les muscles. Ou si tu vas trop profondément, maladroitement, tu envoies de l'air dans le poumon et tu risques de provoquer une embolie gazeuse. C'était un geste grave, un geste difficile. J'avais 21 ans. Et j'avais peur. Je n'étais pas une fille adroite, mais je devais le devenir. J'ai donc créé le pneumothorax de ce jeune homme. Il était destiné à collaber, à resserrer le poumon malade pour mettre les lésions au repos afin que ce poumon ne respire plus. On partait du postulat que si un poumon ne respirait plus, la maladie ne progresserait plus. Il s'agissait alors pour les malades de rester étendus, dans des saunas où ils passeraient des mois, des années sans bouger, les lésions en repos. Entretenir un pneumothorax n'était rien puisqu'il y avait déjà de l'air dans les cavités, mais créer le pneumothorax, c'était un geste difficile et angoissant. Il y avait un danger réel à faire une faute technique, et pourtant il fallait le faire. Il fallait être bon médecin, bon technicien pour pouvoir ensuite se permettre d'être proche de ses patients. Je ne pouvais pas me contenter d'être uniquement l'ami et l'oreille, il fallait que je sois compétente dans ce métier qui est celui du corps. Et parce que je touchais le corps, parce que j'en avais la responsabilité, j'éprouvais pour le corps du malade un attachement particulier. C'est ce qui s'est produit pour ce jeune homme. Je suis arrivée un matin, son lit était vide. Ameuil passant faire sa visite me dit « Je serai à l'amphithéâtre à 11h. Faites-vous indiquer comment on doit préparer les organes. » L'amphithéâtre, c'était la salle de dissection. Il me fallait faire une autopsie. Si je ne la faisais pas, j'étais renvoyée du service. D'autres l'avaient été pour ce motif. Ameuil tenait beaucoup à ce que l'on établisse la correspondance entre les symptômes présentés par le malade et la description anatomo-pathologique macroscopique et microscopique. Il publiait beaucoup d'articles, il en tirait gloire. Il fallait pouvoir dire
Ce malade a présenté tel type d'essoufflement, de diarrhée. Donc il avait aussi une tuberculose intestinale qu'on ne pouvait soupçonner autrement que par cette diarrhée. Il fallait disséquer non seulement les poumons, mais aussi les intestins, sur toute la longueur, voir combien il y avait d'ulcération tuberculeuse. Je suis allé à l'amphithéâtre. C'était la première fois. J'ai pris le costotome, cette espèce de sécateur qui permet de découper les côtes, et j'ai essayé de découper le sternum. Je n'y arrivais pas. J'avais envie de vomir, et j'étais dans le chagrin d'avoir perdu un ami. Alors j'ai donné 5 francs au garçon de l'amphithéâtre, le prix d'un taxi pour qu'il m'ouvre le thorax. Le garçon m'a aidé. Il m'a aidé à préparer tous les organes, de sorte que quand Nameuil est arrivé, tout était prêt. Il est resté à peine 3-4 minutes, le temps de regarder les intestins, les poumons, de prendre quelques notes en me disant « Vous ajouterez dans le dossier tout ce que vous avez constaté ». Il fallait que le dossier s'achève, le fameux dossier, par la description des lésions que l'on avait trouvées sur l'intestin, la rate, le foie, les viscères et sur le cerveau que nous avions également extirpés de la calotte crânienne. Puis le patron est parti et le garçon d'amphithéâtre aussi, et je me suis retrouvé seul avec le petit Arménien. Il avait été horloger, une belle profession symbolique qu'il aimait beaucoup. Il aimait les montres, il m'en avait parlé avec précision et science. Lorsque j'ai vu cette cage thoracique vide, et tous ces organes qui étaient là sur la table comme des pièces d'horlogerie, je me suis dit, ce n'est plus qu'un boîtier. Et pour la première fois, l'éducation laïque anti-religieuse de mon père s'est effacée devant une bouffée d'interrogation. Mais qu'est-ce que c'est donc que la vie? Où est-il? Est-ce que par hasard son âme ne serait pas dans la pièce, près de moi? Est-ce qu'il n'est pas là quelque part? Parce qu'il n'est plus dans cette boîte. Il est quelque part. Je suis sortie en pleurant de la salle de dissection. Je pensais tout le temps à lui et à celle qu'il aimait, en me disant, qu'est-ce qu'il reste? Où sont-ils? Qu'est-ce que c'est? J'étais révoltée par cette mort. Je me disais, pourvu que je vive assez vieille pour pouvoir guérir la tuberculose. Mais tout autant que révoltée, j'étais perplexe, troublée par des émotions et des interrogations auxquelles je n'étais pas préparée, et j'étais honteuse de sentir cela, c'était comme trahir mon père. Rue des Rosiers. Le père. J'ai toujours vu mes parents comme étant des gens de grande valeur. J'avais du respect pour eux. C'étaient 2 personnalités, 2 personnes très élégantes moralement. J'avais l'impression d'avoir des parents dont on ne peut pas rougir, mais je rougissais de l'environnement. Fuyant la Lituanie et Wilno, aujourd'hui Vilnius, mes parents s'étaient installés à Paris, rue des Rosiers au numéro 46, dans un immeuble délabré et sale. C'est là que je suis née, fille de Notke Nathan Broideau et de Guéna Louner. Plus tard, au lycée, les professeurs voulaient savoir d'où l'on venait. Je suis née à Paris. Mais de quelle origine? Vous êtes italienne? Non, mes parents sont nés en Lituanie. Et que font-ils? Pouvais-je répondre? Ma mère est dans les schmattes, mon père est brocanteur? Les schmattes, c'étaient les vieux vêtements que ma mère vendait sur le carreau du temple, mais je ne pouvais avouer ni les fripes, ni la brocante et je répondais, ce qui au demeurant était vrai. Mon père est réparateur de poêles Godin. Aux schmattes, je préférais les poêles Godin, et au 46 rue des Rosiers, le 2 rue des Hospitalières Saint-Gervais, la maison ayant d'une double entrée. En classe de 6e au lycée Victor Hugo, j'ai été la seule petite fille dont les parents étaient brocanteurs et qui habitait, dormait, mangeait, faisait ses devoirs dans un immeuble crasseux de la rue des Rosiers. J'avais une amie, Claudine Retaille, dont le père était professeur à la faculté de droit. Elle est devenue avocate et a été l'avocate de la CGT et des leaders indépendantistes et anticolonialistes. Claudine était une nature extrêmement généreuse, impétueuse, et comme on s'attendait tous les matins au coin de la rue des Francs-Bourgeois et de la rue des Hospitalières Saint-Gervais, un beau jour elle a voulu venir me chercher chez nous. Je le lui ai interdit. « Ah non. Ne viens pas, je ne veux pas que tu voies la rue des Rosiers. » Que la rue des Rosiers fût un univers à part m'était rappelé quotidiennement dans la fréquentation du lycée Victor Hugo, mais s'était manifesté à moi de façon très imagée lors des fiançailles de mon frère aîné. À 18 ans, devançant l'appel, il partait au service militaire. Auparavant, il s'était fiancé avec Blanche,
une jeune femme juive de la rue du Pont-Louis-Philippe, c'est-à-dire d'un quartier différent du nôtre. Pour nous, elle habitait loin, au-delà de la rue de Rivoli. Ses fiançailles furent fabuleuses. C'était dans un beau salon des Champs-Élysées. Je me souviens des valses de Vienne, de la jolie robe que l'on m'a fait mettre, de ma mère que je trouvais superbe, avec un châle brodé de belles fleurs roses et rouges, dont Yolande a hérité et qu'elle doit avoir quelque part pieusement rangé. Ses fiançailles, c'était la sortie de la rue des Rosiers. La première sortie. Dans le monde. Claudine m'invitait à goûter le jeudi, rue Beaubourg, dans le spacieux appartement d'un bel immeuble de pierre de taille. Mais ni la gentillesse, ni l'intelligence, ni l'accueil des Retail ne me faisaient oublier que je n'étais pas de ce milieu. Madame Retail ne travaillait pas, ma mère, elle, travaillait comme une damnée. Lorsque Madame Retail m'emmena un jeudi à Molitor faire du patin à glace, je n'osais pas le dire à ma mère. J'avais peur que ce soit une trahison, cependant j'y suis allée. Pété hardi. Je me suis élancée, j'ai vu que ça glissait, c'était enivrant, alors, je me suis fait une entorse de culpabilité. Des années plus tard, à 42 ans, je devais faire une fracture, sans doute également de culpabilité, à l'occasion de la mort par le cancer de Annie, ma petite nièce, âgée de 8 ans, la fille de Marco dont je parlerai plus tard. Je connaissais peu le monde de mes parents. Ils n'avaient pas de photos ou presque pas, 2 ou 3 qui se sont perdus avec les années. Ils n'avaient pas de photos, pas de famille. Ils n'en parlaient pas en tout cas et longtemps je me suis sentie d'une famille réduite, sans grands-parents, sans oncles et tantes et cousins. Lorsque je suis née, ils étaient en France depuis déjà 15 ans. Je suis née, coiffée, le 12 août 1918 alors que la grosse Bertha terrorisait les Parisiens et qu'une bombe venait de tomber sur l'église Saint-Paul faisant de nombreuses victimes. Ma mère n'avait pu descendre à la cave, elle était restée à l'appartement pour y accoucher, au cœur de la rue des Rosiers. Villeneuve était loin. La survie quotidienne accaparait toute l'énergie de mes parents, et ils ne parlaient guère du passé. C'est seulement vers 40 ans que j'ai su que le véritable nom de jeune fille de ma mère n'était pas Guéna Lohner mais Liebe Shapiro. Guéna Lohner était le nom d'une femme dont elle avait acheté le passeport pour pouvoir, en tant que juive, sortir de Lituanie et venir en France. Elle avait endossé le nom d'une autre, et si bien endossé que même sa propre fille n'en avait rien su. Il est vrai que dans l'intimité du couple, elle retrouvait son prénom. Liebe signifie aimer en allemand et mon père l'appelait Liebeschke, ma petite aimée, comme il aurait dit mon petit oiseau, mon petit rossignol, ma petite colombe. Mon père c'était un type formidable. Un homme qui aimait la vie, les femmes qui aimaient vivre. Il ne se laissait pas emporter par le travail, comme le faisait ma mère. Il n'a jamais renoncé à sa belote, c'était sacro-saint, la belote. Et quand ma mère venait le chercher au café et lui faisait des scènes, il disait « Still, un petit peu de calme, ma femme. Il faut que je finisse ma partie, après je viendrai. » Mais quand il rentrait, il travaillait beaucoup. Il réparait lui-même les petits poils, les godins que les chineurs lui amenaient tout rouillés, et qu'il grattait, peignait, rendait comme neuf. Il y en avait une 50aine dans la cour. La grande époque de l'année était celle de la foire à la ferraille. Il nettoyait tous les vieux meubles qu'il pouvait avoir dans son magasin, les retapait puis les emmenait boulevard Richard-Lenoir. D'où tenait-il, le réparateur des poils Godin, ce goût du savoir, ce goût de la science qu'il souhaitait tant voir se développer en moi? Comment cet homme qui n'avait jamais fait d'études pouvait-il déjà être au courant des théories révolutionnaires sur l'éducation de Rudolf Steiner? Car il m'en parlait lorsque j'étais petite. Il était arrivé à Paris sans savoir le français, seul, en éclaireur, pour échapper à la guerre russo-japonaise qui s'annonçait. Il avait fait son service militaire en Azerbaïdjan pendant 5 ans. 5 ans à des milliers de kilomètres de la Lituanie, et 2 ans et demi d'attente avant d'obtenir une permission où il avait demandé à ma mère qu'il connaissait déjà et qu'il trouvait belle, si elle accepterait de l'épouser à son retour. Il est revenu comme caporal, ce qui dans l'armée russe pour un juif était un insigne honneur. C'est vrai qu'il était apprécié des chefs, ce petit juif aux doigts en or qui leur faisait de si belles casquettes à galons. Il est donc revenu à Villeneuve, plus précisément à Lipouvke, un quartier excentré où se trouvait le ghetto, Lipouvke. Ce nom me faisait rire quand j'étais petite. Aujourd'hui, il m'attendrit. C'est là que mes parents se sont mariés, avant que mon père ne parte pour Paris.
Il avait choisi Paris parce qu'il était fasciné par la Révolution française, parce que c'était la patrie de Jaurès, parce que c'était Paris. La liberté. Liberté, égalité, fraternité. Sa première sortie dans Paris fut pour aller voir la place de l'Opéra et son monument. Il aimait l'opéra. Je ne sais pas par quel miracle il y avait accédé. Peut-être des chants glanés ici ou là, aux messes des officiers. Arrivé place de l'Opéra, il a admiré, respiré l'air de Paris et puis il a vu une terrasse au Café de la Paix. Il s'y est assis timidement pour demander un café, et on lui a apporté un café. On ne lui a pas dit de partir parce qu'il était juif. Quand il a vu qu'il pouvait prendre un café, place de l'Opéra, comme un être humain à part entière, il s'est dit « Ça, c'est le plus beau pays du monde. C'est mon pays. La France est mon pays. » Il a trouvé une pièce rue Saint-Antoine et du travail comme casquetier chez Sol Solinsky, qui possédait des magasins rue de Rivoli. Alors il a fait venir ma mère. Elle aussi s'est mise à faire des casquettes, et elle les faisait vite et bien. Elle gagnait 5 sous de l'heure. Et avec 1 sou, on achetait 2 kilos de sucre. Tu t'imagines, quel bonheur de gagner autant d'argent. On s'est trouvé riche d'un seul coup, parce qu'on avait 5 sous de l'heure et qu'on pouvait acheter tant de choses. On pouvait acheter du beurre, du pain, du poulet, des œufs, du fromage, on ne manquait de rien dans notre rue Saint-Antoine. Chacun à leur manière, célébrait la liberté de Paris, mon père à l'Opéra et au Café de la Paix, ma mère, en faisant de la bonne nourriture pour son mari et son petit garçon Albert. Elle aussi se montrait enthousiaste de la vie parisienne, même si celle-ci se réduisait pour elle à la rue Saint-Antoine et à la rue des Rosiers. À son arrivée, mon père lisait les journaux en yiddish et en hébreu, puis très vite il s'est mis à lire les journaux français. Il lisait l'Intransigeant le matin et un autre journal le soir, et il lisait tout. Pour lui, lire le journal chaque jour c'était sacré. Il m'emmenait à des réunions du Bund, parti révolutionnaire créé à Wilno à la fin du siècle dernier par des étudiants juifs. C'est avec le Bund que mes parents avaient appris le russe dans les bois autour de Wilno, grâce à des étudiants qui alphabétisaient les juifs et les ouvriers. Comme beaucoup de ceux qui s'étaient installés rue des Rosiers au début du siècle entre 1900 et 1910, mon père n'était pas religieux. Il disait ne pas croire en Dieu et détester les rabbins, particulièrement ceux arrivés avec des hassidim en 1926 à 1928. Rue des Rosiers, on croyait alors en la science et on respectait le savoir. Et mon père m'apparaît peut-être comme un des meilleurs représentants de cette rue des Rosiers, parce qu'il était à la fois autodidacte et en même temps citoyen du monde. Pour lui, au sommet de l'échelle des humains, il y avait le savant. Ce n'est sans doute pas par hasard que j'ai épousé Adam Kepes, chercheur, savant. Quant à moi, je me destinais à la profession d'avocate. Mon savoir, je le mettrais au service des opprimés et de la justice sociale. Je défendrais la veuve et l'orphelin. À la rigueur, je pourrais devenir médecin. Le pont d'Arcole. 1936, j'approche de mes 18 ans. Je traverse à pied le pont d'Arcole. Je me dirige vers le lycée Louis-le-Grand. C'est là que je vais passer le baccalauréat. Je sens l'air dans mes cheveux et l'excitation qui accélère mon rythme respiratoire. Mon cœur bat trop vite. Est-ce l'abus de la caféine ou des? Faudra-t-il de nouveau consulter la petite doctoresse? Il y a 1 an, j'avais des battements de cœur, et comme mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, j'ai appelé moi-même une doctoresse du quartier dont on disait le plus grand bien. J'ai vu arriver une petite dame à cheveux blancs, russe d'origine, toute petite. Plus petite que moi encore. Elle m'a dit, ce n'est rien, c'est très bon, ça suffira. Elle s'est renseignée pour savoir si je fumais. Je ne fumais qu'1 ou 2 cigarettes par jour. Je ne prenais pas spécialement de café, mais peut-être de temps en temps des amphétamines et des granulés de caféine dont je raffolais parce que délicieux au goût pour pouvoir travailler la nuit. L'aubépine a été merveilleusement efficace, et à tous ceux qui avaient des symptômes d'irritabilité, nervosisme, je prescrivais de l'aubépine. Mais si mon cœur bat vite sur ce pont d'Arcole, c'est parce que je me dis, si je réussis mon bac, le monde est à moi. Ce doit être l'examen le plus difficile. Après cela, on ne fait que ce qu'on veut. Si je suis reçu, le monde est à moi. Je ne pensais pas au monde de l'argent. Je n'ai été préoccupé par l'argent que lorsqu'on s'est retrouvé pauvre,
famille pauvre après la guerre. Il y a eu alors des moments où j'étais obsédée par l'argent. Mais avant d'avoir ma propre famille, l'argent ne comptait pas du tout. Le monde est à moi. C'était le monde de la culture, le monde du succès. Le pont d'Arcole jouera un rôle important dans ma vie pudique. C'est là que j'ai vu passer l'armée de libération américaine. Avec mes parents, nous étions venus de Saint-Mandé où nous nous cachions. Et puis plus tard encore, j'ai traversé ce même pont à tout petits pas, soutenu par mon père qui m'accompagnait à l'Hôtel-Dieu à petits pas, contenant mes douleurs, prête à accoucher de Maryse, ma seconde fille. Mais à 18 ans je le traverse seul et je pense, si je suis reçu, le monde est à moi. C'est un adieu au lycée Victor Hugo, où je viens de passer 8 ans. Mon adolescence. La découverte du lycée avait été celle d'un monde extraordinaire, celui de la culture, de l'histoire romaine. J'aimais le latin, la géographie du monde. Je m'étais piquée de passion pour le latin. J'étais première. J'ai essayé le grec en 4e, mais j'ai abandonné au 2e trimestre car je ne m'étais pas maintenue à la place de première. Être première. Je le devais à mes parents. Je leur devais ce plaisir et cette revanche qui étaient aussi les miens. De l'école primaire, le jour de la distribution des prix, à ma mère qui n'avait pu ou qui n'avait osé se rendre à l'école, je rapportais l'offrande des livres rouges aux tranches dorées. Du lycée je lui ramenais, ainsi qu'à mon père, ces places de première et cette culture qu'ils avaient tant désirée mais que leur pauvreté ne leur avait pas permis d'acquérir. Aujourd'hui je réalise combien j'étais portée par le désir, le soutien, l'amour de mes parents. Ils me manifestaient sans cesse leur admiration. Ce n'était pas le cas de mon frère aîné qui, lorsque j'étais 2e, me disait, non sans culot car lui-même n'avait pas été au-delà du certificat d'études. Pourquoi tu n'es pas la première ? Si bien que je ressentais les places de 2e comme un échec. C'est ce même frère, Albert, mon aîné de 15 ans qui, sur les conseils de l'institutrice de la communale, alla m'inscrire au lycée quand j'avais 9 ans. C'est lui qui faisait toutes les démarches, puisque mes parents parlaient mal le français. C'est le premier jour du lycée. On m'a inscrite en 7e. Mon frère m'accompagne. Nous sommes reçus par la surveillante générale, qui me garde un petit moment dans son bureau. Mon frère s'en va. Elle m'envoie dans ma classe où les autres élèves sont déjà installés. J'ouvre la porte, j'entre et me trouve dans une de ces situations cruelles qui, à l'insu des adultes, peut marquer irrémédiablement un enfant. J'ai le tablier noir de l'école communale. Les autres ont des tabliers bis. J'ai honte. Il fallait que la rue des Rosiers me suive jusque-là. J'avais ce tablier noir tout neuf que maman m'avait acheté, mais qui ne convenait pas du tout. On ne savait même pas qu'il fallait un tablier bis. Personne ne l'avait dit à mon frère et moi je ne le savais pas. J'ai passé 2 journées entières, marquées d'une exclusion, qui avait la couleur noire d'un tablier. D'où venez-vous ? Je suis née à Paris. Broado. Vous êtes italienne ? Mes parents sont nés en Lituanie. Debout dans son tablier noir, au milieu des fillettes au tablier bis, une enfant de 9 ans qui a l'habitude d'accompagner son père au Veldiv et qui se sent chez elle parmi la faune des titis parisiens, découvre qu'elle porte un nom étranger. Alors s'insinue en elle le germe de la révolte et de la fierté. Elle est du Veldiv et de la rue des Rosiers. Une rue où tous les commerçants, les Lutzky, les Goldenberg, les Rosenfeld, les Rosenbaum, la connaissent et la bécotent gentiment. À la sortie de l'école à 4 heures comme sa mère est occupée, elle va d'une boutique à l'autre. Chez le boulanger où elle voit faire le pain, chez le marchand de vin, chez le boucher, et même chez Clapiche, le riche poissonnier. C'est chez lui qu'au fait on achète le saumon, le schmalering et ses merveilleux cornichons à la russe, les ougerques qui ne sont vendus qu'au tonneau. C'est quelques années plus tard que la sourde révolte prend forme. La fillette au nez de juif, c'est ainsi que je me vis, ne peut rien changer à son nez, mais elle peut quelque chose à la condition de fille, à la condition féminine. 1931 sortie du lycée. À la porte, je distribue un tract. Je suis aidée de quelques amis, dont Claudine, Marie-Louise Béméry et la fille de la comédienne Falconetti. Ce tract convie à une réunion dans une salle de la rue des Archives, une réunion en faveur du droit de vote des femmes. J'étais tombée par hasard sur des écrits de Louise Weiss, fondatrice de la Ligue pour le droit de vote des femmes. Enthousiasmée, j'étais allée voir la secrétaire du mouvement, Madame Kremerbach.
Je n'avais que 13 ans, mais elle m'a prise au sérieux et encouragée. Forte de ce soutien, j'ai emprunté de l'argent à mes parents, fait imprimer le tract que j'ai moi-même rédigé, trouvé et loué une salle dans un café. C'était à l'arrière du café une vaste salle de réunion avec sur une estrade une grande table couverte d'un tapis vert. À la table, Madame Kremerbach, 2 avocates de la Ligue pour le droit de vote des femmes, mon amie Falconetti âgée de 16 ans, et moi, la Benjamine. La salle était comble. Élèves et professeurs étaient venus. Tout le lycée me semblait là. La réunion commence, je dois prendre la parole. C'est au moment précis où j'ouvre la bouche, les yeux fixés sur la porte du fond qu'entre Madame Lafouge. Madame Lafouge, la surveillante générale, ma terreur. Je m'évanouis. On me réanime. Madame Kremerbach est en train de parler. Elle récolte applaudissements et adhésions pour la Ligue. Cette passion pour la condition féminine et cette révolte pour ce qui y fait injure m'ont accompagnée toute ma vie, dans mes actes professionnels et militants, que ce soit dans mon cabinet de gynécologue, au planning familial ou à l'aérospatiale où j'ai été médecin du travail. C'est la même passion, la même révolte qui soutiennent aujourd'hui mon engagement contre la prostitution et l'esclavage de la femme et de l'enfant. La femme. Mon père qui avait lu Colette et apprécié La garçonne de Paul et Victor Marguerite, m'en parlait avec admiration. La femme devait affirmer son indépendance et son intelligence. Tu es une femme, donc tu es plus intelligente que les hommes. La preuve en était-ce une, c'est que c'est toi qui poursuis des études et non tes frères aînés. Ma fille sera avocate ou médecin. Ma mère à sa façon confirmait ce discours, ne rentre pas dans la cuisine. Je ne veux pas que tu y mettes les pieds, c'est là que les femmes se perdent. Un jour où elle me surprit en train de repriser un bas, elle se fâcha, je perdais mon temps. Elle le ferait. À chacun son travail. J'avais mieux à faire. J'étais en quelque sorte interdite de tâches domestiques, ce qui explique mon angoisse et mes maladresses lorsqu'étudiante en médecine, je dus exécuter des soins infirmiers et des gestes techniques. Quelle place ma mère a-t-elle tenue dans mon militantisme juvénile et passionné ? Il est difficile dans ce qui lie une fille à sa mère, de démêler les fils qui à l'amour tissent le ressentiment et la culpabilité. Mais peut-être n'ai-je jamais cessé de voir en elle l'enfant de 6 ans qui travaillait dans une fabrique de cigarettes, et qui sur le chemin pleurait parce que des hooligans la bousculaient, lui tiraient les nattes et lui jetaient des pierres. L'image de l'enfant persécuté, ce sera d'abord pour moi celle de cette petite fille à qui l'on tire les nattes et que sa propre mère empêche d'être alphabétisée. C'est vers 9 ou 10 ans que ma mère, qui n'avait jamais été à l'école, s'en est allée trouver le rabbin, ayant en poche les copecs qu'elle avait pu sauver. Rabbin, apprends-moi à lire, je te donnerai tout l'argent que je pourrai. Et le rabbin a commencé à lui donner des leçons. Mais quand sa mère l'a appris, elle est venue avec son balai chez le rabbin. Rabbin, tu n'as pas honte de prendre de l'argent à une famille aussi pauvre que la nôtre pour apprendre à lire. À quoi ça sert ? Et les leçons furent à jamais abandonnées. Ma mère, je la revois encore au magasin, y recevant à l'heure du déjeuner les chineurs, ceux qui criaient dans les rues, marchands d'habits, ferrailles à vendre. Je la revois examiner les habits, écarter ceux dont on ne ferait rien et retenir ceux qu'elle pourrait brosser, arranger, et le lendemain revendre un bon prix. Je la revois au carreau du temple, dans les courants d'air, installés près de la porte. Comme les autres brocanteurs, chaque jour elle déposait en arrivant sa médaille de cuivre jaune dans le panier d'osier. Le panier était secoué. On tirait les places au sort. Était-ce bien le sort ou le commissaire du carreau du temple qui assignait cette mauvaise place à cette femme qui n'était pas naturalisée française, et avait le tort de mieux parler yiddish que français. Elle devait mourir à 66 ans, après de longues années de maladie. Complètement perdue de tuméfaction douloureuse dans tous les membres, la polyarthrite ayant atteint non seulement les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, mais aussi les genoux et les chevilles. Morte d'avoir ainsi travaillé ? Morte des souffrances de la guerre ? Sur ce pont d'Arcole, je suis loin des chagrins futurs, des afflictions. Le monde est bientôt à moi. Un monde que j'ai commencé à m'approprier par mes études, quelques voyages, par mes rêves et mes fréquentations libertaires. C'est au lycée, bien sûr, en classe de première que j'ai connu Marie-Louise Béméry. Elle me séduisait par sa beauté hors du commun, sa grande intelligence et sa modestie.
Et j'étais déjà assez sensible aux qualités de l'âme des gens pour me rendre compte que c'était là quelque chose d'exceptionnel, et pour les apprécier tant chez elle que chez ses parents. Ces derniers, des anarchistes italiens, ont eu une énorme influence sur moi. Lui, Camillo Beimeri, avait été professeur de philosophie à l'université et elle, Giovanna Beimeri, professeure de français dans un lycée. Fonctionnaires, ils devaient prêter serment à Mussolini. Ils avaient refusé. On était venu pour les arrêter, et ils s'étaient échappés de justesse. Comme tous les gens qui arrivaient comme immigrés, ils ont fait toutes sortes de métiers avant d'acheter un petit magasin de produits italiens dans le 20e arrondissement, un petit magasin qu'ils n'avaient pas payé cher. Monsieur Beimeri avait commencé par être maçon, mais il s'était fait vite renvoyer car il n'y connaissait rien. Alors, il est revenu à ses études. Et il écrivait toute la journée, pendant que sa femme vendait du parmesan. Avec Marie-Louise qui était déjà une anarchiste engagée, j'ai découvert Kropotkin, Bakounine et tous les milieux libertaires de Paris. Cela a certainement joué beaucoup dans ma révolte contre les institutions médicales. Je ne suis jamais devenue une anarchiste très militante, mais je vendais quand même le libertaire à la sortie du métro le dimanche. Avec les Beimeri, je trouvais plus qu'avec les Retail, une correspondance. Ils étaient des émigrés, comme mes parents. Bien sûr, ils étaient extrêmement cultivés, mais leur idéal était de transmettre la culture au monde ouvrier, tout comme les étudiants du Bund s'étaient donné cette mission, transmettre la culture au peuple. Rue d'Avron, dans l'arrière-boutique toute petite du magasin de produits italiens, défilaient des émigrés de tous les milieux. Il y avait aussi bien l'avocat Bergamo que des maçons, des métallurgistes, les uns radicaux-socialistes, les autres anarchistes. Ils étaient non-violents. C'étaient des théoriciens de l'anarchisme. Et quand la guerre d'Espagne est arrivée, ils sont tous partis en Espagne. Ils se sont engagés dans les brigades internationales où beaucoup ont trouvé la mort. C'était un milieu engagé, homogène, cohérent. Dans le monde de petits commerçants de la rue des Rosiers, j'avais trouvé l'esprit de famille, l'affection. Rue d'Avron, chez les Berneries, je découvrais un autre milieu. Des intellectuels d'une grande distinction, des gens engagés politiquement, sacrifiant tout à leurs idées, engagés dans l'histoire. Nous sommes en 1936. Je traverse le pont d'Arcole. Le monde est à moi. Et comme Bergamo, je serai avocate. Vocation. Médecin. Je me souviens de ses besicles. Il avait les mêmes besicles que Trotsky, et il était très impressionnant, mince, grand, les yeux bleus, l'air poétique. Très élégante avec son chapeau feutre qu'il soulevait pour saluer tous les commerçants. Il était le médecin de tout le quartier. Il saluait tout le monde et tout le monde le saluait. On venait sur le pas de la porte pour saluer le docteur Eisenstein. Lui, il habitait au bout de la rue des Rosiers, rue Malheur. Et c'était un personnage pour le quartier. C'est lui qui m'a soignée quand j'étais toute petite fille. On m'amenait souvent chez lui, et je trouvais fabuleux le respect. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.